le podcast Social Selling. Amazon ont de plus en plus, en tout cas dans les dernières années, mis en place plusieurs outils pour les marques, comme entre autres le contenu enrichi de marque. Ce que ça fait, en fait, c'est quand que tu possèdes ta propre marque et que tu es capable de le prouver à Amazon, Amazon te débloque des outils publicitaires supplémentaires. Donc, tu es capable de faire différents types de publicités qui vont te permettre de mieux te positionner et mieux te positionner face à la concurrence par rapport à ces produits-là. Mon nom est Antoine Gagné, je suis très heureux aujourd'hui de vous avoir avec nous pour un nouvel épisode de Social Selling. Dans les récents épisodes, on a beaucoup parlé des différentes techniques que les commerces en ligne peuvent utiliser en 2020 afin de vendre davantage avec la publicité Facebook. Maintenant, la pub Facebook, c'est bien, mais il y a également beaucoup d'autres avenues possibles afin de vendre sur le web. Pour vous donner une idée, le géant mondial Amazon détenait en 2018 49% des parts de marché de vente en ligne aux États-Unis. On parle ici d'un marché de plusieurs centaines de milliards de dollars. Maintenant, est-ce que Amazon peut être un bon endroit intéressant pour votre entreprise en 2020? C'est la question que mon invité du jour, Philippe Paquette de Varenne, va tenter de répondre. Philippe, qui est associé de l'agence Novataire spécialisée en e-commerce, va nous faire part aujourd'hui de sa vaste expérience dans le domaine. Phil, merci beaucoup d'être sur le podcast Social Selling aujourd'hui. Salut Antoine, ça fait plaisir. Phil, je te pose la question en commençant. Est-ce qu'en 2020, là, si t'es un brand qui vend en ligne, c'est indispensable, c'est un must d'être sur Amazon? C'est quoi ta réponse par rapport à ça? Écoute, c'est la question que tout le monde se pose. Hein? On se fait souvent approcher par rapport à ça, que les gens soient un brand ou soit un distributeur ou un détaillant pur et dur. Est-ce que ça vaut la peine d'aller sur Amazon? Je pense que cette question-là, on va pouvoir y répondre tout au long de l'épisode, à savoir quelles industries sont plus propices à avoir une bonne réponse, une bonne efficacité dans leur introduction sur Amazon puis dans le volume de vente. Mais peut-être avant de parler de ça, j'aimerais te dire un petit peu qu'est-ce qui nous a amené, nous, Novataire, à se positionner comme un leader maintenant dans le volet de la gestion de Marketplace, donc l'implantation de la stratégie de Marketplace, parce que oui, tu l'as dit, on est une entreprise qui est spécialisée en e-commerce, mais je pense que on doit dire que dans les 3 dernières années, on a vu un engouement très, très important au niveau des Marketplaces. On a fait des tests avec certains de nos clients qu'on avait. Et on a eu des résultats vraiment très surprenants, autant avec des brands qu'avec des détaillants que des distributeurs de produits. Fait qu'on a décidé de mettre le gaz dans le fond puis de vraiment se positionner sur ce volet-là. Fait que pour répondre à tes questions vraiment d'entrée de jeu, je pense que dépendamment de si tu es un brand, si tu es un distributeur, je pense qu'il y a des opportunités pour beaucoup de gens sur Amazon. Il va juste vraiment falloir que tu suives bien certaines étapes, de pas brûler certaines étapes en rentrant sur Amazon et déterminer vraiment ta stratégie, donc comment tu vas rentrer. Donc, une marque privée ou un brand va pas rentrer sur Amazon de la même manière qu'un distributeur. Il y a plusieurs éléments. Quand je dis distributeur, là, à des fins de compréhension, c'est soit une entreprise qui distribue d'autres marques ou carrément vraiment une entreprise qui est détaillant, qui vend déjà à des clients. Je comprends. Mais oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs étapes à respecter et souvent, la première étape d'ouvrir un compte Amazon n'est pas nécessairement la bonne étape. Je pense qu'il faut faire une analyse du marché. Il y a plusieurs outils qui existent et qui sont disponibles pour déterminer justement la demande en termes de catégories de produits. Donc, les produits que vous allez vendre, généralement, exemple, sont dans certaines niches de produits. Donc, pour aller valider l'intérêt et la demande. Mais il faut pas nécessairement tout le temps s'arrêter à ça. Il faut aussi avoir une réflexion plus stratégique, point de vue marketing, de dire, en ce moment, moi, est-ce que je crois que mon produit peut vraiment se démarquer? Parce que il y a des catégories où le volume, exemple, de recherche, qui est souvent un facteur qui est utilisé, le volume de recherche va être faible et la compétition va être faible, mais au final, on pourrait ne pas déceler d'opportunités là, alors qu'il pourrait avoir un manque sur certains types de produits dans l'industrie. On l'a fait avec récemment un de nos clients. Je peux donner en exemple l'entreprise là de laisse et de collier à chien qui s'appelle Tella et Stella. Quand on a fait la première analyse au départ, on se dit hey, ok, ouais, c'est un brand, ok, c'est un brand. Ils vendent des colliers, des laisses à chien, donc des accessoires canins. C'est un produit qui est quand même bien compris par les gens en général. Il y a pas c'est pas un produit à haute complexité, mais en faisant l'analyse, il y avait pas énormément de volume de recherche étrangement et il y avait quand même une bonne compétition. Mais on s'est rendu compte, justement, en faisant l'implantation des produits, que le produit avait vraiment plusieurs valeurs ajoutées, puis il venait vraiment bien compléter l'offre. Fait que quand on regarde, exemple, pour des search queries comme Dog Collars sur Amazon, maintenant, on retrouve le produit, puis là, on parle dans le temps de 40 jours, les produits de Tella Stella rankés comme Amazon Choice. Donc, c'est déjà un des produits les plus vendeurs dans sa catégorie, dans le Amazon Hottest New Release, qui est comme la comptabilisation des derniers mois
de les nouveaux produits. Déjà, 24 produits dans la catégorie de collier à chien sur 50 sont les produits de notre client. Fait qu'on a déjà inondé le marché à cause de cette valeur ajoutée-là, finalement, que le produit apporte. Puis j'imagine que pour arriver à des résultats comme ça, Phil, tu dois avoir un process, là, un peu. Tu sais, mettons, je suis un commerce en ligne aujourd'hui, j'entends ça, je me dis, crème, OK, il y a une belle opportunité. Ton client était capable de la saisir, de la déceler. J'imagine vous les avez accompagnés là-dedans. As-tu un processus, as-tu un process étape par étape pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qu'on serait capable de partager avant de se dire si oui ou non on rentre sur Amazon? Ouais, ben notre source secrète est un peu là. En fait, c'est qu'en ayant fait plusieurs implantations de comptes, qu'on parle d'une brand, qu'on parle d'un distributeur, on va avoir au départ la même approche. Nous, c'est en 14 étapes qu'on l'a défini, puis je vais vous les dévoiler, puis vous pouvez les prendre en note. Puis gênez-vous pas ceux qui veulent me poser des questions par après, là, qui auront écouté le podcast. Ça me fait toujours plaisir d'aider les gens autour de nous. Fait que le premier point, en fait, nous, c'est de définir dans le fond les objectifs d'affaires que vous avez. J'entendais justement dans votre autre podcast Social Selling que vous parliez justement des KPI qui sont importants à déterminer dans des campagnes Facebook. C'est la même chose au niveau de quand on veut commencer à ouvrir un nouveau sales channel, donc un nouveau canal de vente. Faut se dire, OK, ce canal de vente-là, je veux qu'il m'apporte combien? Donc, c'est quoi mes objectifs de vente pour savoir est-ce que je suis performant dans ce que je fais? Donc, autant au niveau on a certaines métriques comme entre autres le ACoS, qui est le Average Cost of Sale sur Amazon, qui est vraiment beaucoup regardé. On a un ACoS payant puis un ACoS organique. Donc, ça veut dire combien m'a coûté mon coût de vente d'un produit sur Amazon, que je fasse le fulfillment, donc l'emballage par Amazon ou pas, et combien m'a coûté aussi mes frais publicitaires. Donc, c'est important d'avoir une bonne ventilation des coûts et d'avoir en tête à quoi je veux arriver. Est-ce que je veux vendre 10 000 de plus sur Amazon US? Est-ce que je veux vendre 5 000 de plus? Est-ce que je veux vendre 100 000 de plus? C'est important au début de se fixer des objectifs puis déterminer dans quel barème d'objectifs on va être profitable. Puis la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que souvent, il y a beaucoup de coûts en lien avec vente sur Amazon et ces coûts-là doivent être bien compris et doivent être planifiés. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, deuxième point, en fait, c'est vraiment déterminer toute votre capacité organisationnelle à répondre à cette demande. Et c'est souvent là qu'on va déterminer si une entreprise, on l'envoie à ce qu'on appelle en FBA ou en FBM, donc Fulfilled by Amazon, ce qui veut dire le pick and pack, donc le processus d'expédition et d'entreposage est fait chez Amazon, ainsi que le service client de tiers 1, ça veut dire que toutes les premières questions, exemple de mon colis est où, etc., les questions que les clients peuvent se poser sont répondues par le service à la clientèle d'Amazon, versus d'avoir vraiment l'expédition et la gestion carrément de vos produits comme vous le faites en ce moment au niveau du e-commerce. Je suis curieux, en termes de pourcentage, excuse-moi Phil, est-ce que habituellement, il y a la majorité de tes clients, ça va davantage être avec tout le service de Amazon ou ils vont s'occuper vraiment de faire ça par eux-mêmes? Ça dépend. Il y a vraiment beaucoup de facteurs à considérer, entre autres le type de produit, le volume, le poids des produits, parce qu'il y a certains produits que ça peut devenir vraiment très dispendieux de faire l'expédition chez Amazon pour que eux fassent la réexpédition. Comme on en a d'autres que ça vaut la peine de faire 100% en fulfillment par Amazon. Exemple, celles-là que je parlais tout à l'heure sont vraiment 100% en fulfillment par Amazon et pour Amazon et aussi pour le e-commerce. Donc, même quand on vend sur le e-commerce, maintenant, c'est Amazon qui font l'expédition du produit chez le client. Ah ouais. Il y a plusieurs c'est le multi-channel fulfillment system que Amazon offre, mais oui, puis je te dirais rendu là, même selon le modèle d'affaires du client, selon les types de produits, on va avoir des fois même une stratégie hybride, donc de dire que certains produits en inventaire vont être en FBA parce qu'on va avoir une plus grande compétition, on va avoir exemple l'avantage aussi d'être Prime, hein, d'avoir vraiment accès à vendre à des clients qui sont abonnés chez Amazon en Prime versus certains autres produits qui sont plus volumineux, qui sont plus coûteux aussi, puis que les envoyer en FBM, on va avoir dans le fond une marge de profit plus élevée. Je peux donner aussi un autre exemple qui est vraiment un exemple extrême. On travaille avec l'entreprise Peel 3D, qui est une entreprise de scanner 3D. On vend sur Amazon quelques scanners quand même déjà par mois, des scanners 3D qui se vendent aux alentours de 7 000 $ US. Donc, c'est quand même très cher. Et là, on se dit, voyons donc, ils vont pas en vendre sur Amazon. La réalité, c'est que oui, parce que maintenant, dans le B2B, donc les entreprises commencent à acheter de plus en plus sur Amazon. On l'a vu d'ailleurs dans les derniers mois, Amazon ont ouvert le volet B2B au Canada. Et justement, pour eux, ça ferait pas de sens d'envoyer des scanners en FBA
d'envoyer un scanner à 7000 $ chez Amazon qui va dormir sur une tablette. On sait pas combien de temps ça va prendre qu'il va rester là-bas. On n'est pas certain. Bon, dans ce temps-là, nous, on y va plus avec un fulfillement en FBM. En fait, tu sais, je pense que dans les éléments aussi à considérer, justement, c'est déterminer est-ce que au niveau de l'expédition, vous êtes outillé à l'interne pour pouvoir subvenir à exemple, une grande demande d'expédition, ou vous préférez, exemple, faire l'expédition chez Amazon qui, eux, vont faire l'expédition directement des produits. On doit aussi considérer aussi le type de produit que vous vendez dans cette capacité-là, parce que si, exemple, pour donner un exemple, on a un de nos clients qui vend des scanners 3D à quasiment 7000 $ chaque unité. Est-ce qu'on va envoyer, exemple, une trentaine de scanners pour les envoyer en entrepôt chez Amazon? Ça ferait pas de sens. On préfère les avoir chez nous en FBM, en entrepôt, pour les expédier par après chez les clients directement. Et ça permet aussi à ce moment-là d'avoir une économie au niveau du coût de fulfillement. Parce que on doit se rappeler, les frais, ça c'est une question tantôt que tu me posais que j'avais pas encore répondu vraiment, mais les coûts en fait de faire un fulfillement par Amazon souvent peuvent tourner aux alentours de 16, de 15 à peut-être jusqu'à 20% supplémentaire du 15% déjà initial. Okay. Donc ça peut monter jusqu'à un 30-35% des fois, dépendamment du poids, dépendamment de la taille. Il y a des outils de calculation là, qui vous permettent déjà de planifier ça. Mais tu sais, tout à l'heure, je parlais de définir vos objectifs d'affaires. Ben, je pense que définir justement le volume de vente nécessaire pour avoir le breaking point, de dire, OK, mon fulfillement se fait par Amazon, mais OK, je reste quand même rentable. C'est important à avoir tous ces coûts-là de bien ventiler. Puis, parce que c'est pas un hit de 30%, comme tu dis, parce que c'est ça le calcul quasiment qu'on peut arriver, le 15% d'Amazon plus le 15% de fulfillment. Si c'est pas un hit de 30% sur ton revenu brut, ben là, à la fin de la journée, il faut que tu aies un produit à haute marge bénéficiaire si tu peux arriver à faire une scène avec Amazon. Là. Fait que j'imagine qu'il doit y avoir ce calcul-là également dans la stratégie initiale que vous faites avec le client. Définitivement. Puis ça, tu vois, c'est plus dans notre troisième étape qui est vraiment d'identifier les opportunités de marché parce que oui, on va regarder la compétition, mais on va regarder aussi ton type de produit que toi, tu vends. Est-ce que en ce moment, selon les marges de bénéfices que tu es capable de dégager, est-ce qu'il y a une place pour toi dans le marché? Donc, est-ce que tu vas être compétitif au niveau du prix? Est-ce que ton produit a des avantages concurrentiels? Est-ce que tu vas avoir de l'espace aussi pour faire, quand je dis de l'espace, c'est de la marge de bénéfices disponible pour faire des campagnes publicitaires? Parce que une fois que tu as calculé ton selling fee, qui est le 15% en moyenne selon les catégories, que tu as calculé ton frais en FBA si tu veux être Prime, il y a aussi après ça les frais publicitaires. Si tu veux commencer à faire de la publicité sur certains de tes produits, que ce soit un brand ou que tu sois en distribution, il y a des opportunités publicitaires. Elles sont différentes, sont à des échelles différentes, sont à des moments dans le lancement différents, mais il y a quand même à le prévoir. Fait que ça, c'est certain que c'est à prendre en considération. Puis, mettons, je te relance là-dessus un peu. Tu parles des opportunités de marché. Tu parlais de publicité sur Amazon, que ça va pas nécessairement se faire dès le départ ou ça peut se faire à un certain moment. Est-ce que finalement, vous autres, vous prenez des décisions publicitaires sur Amazon quand ça prend trop de temps avant que le produit peut-être va sortir dans le moteur de recherche, ou est-ce que vous le faites dès le départ? C'est-tu toujours au même moment que vous allez vous dire c'est le temps de faire de la publicité, ou il y a certains peut-être même produits qui sont plus propices à advertiser que d'autres? Oui, définitivement. Mais ça, c'est tout dans la stratégie d'implantation qu'on va mettre ça en place. Vite, je te pose trop de questions trop vite, je pense. Non, mais t'es trop vite, mais en même temps, écoute, tu suis la même ordre que moi. Mais dans la stratégie d'implantation, justement, on va déterminer c'est quoi le potentiel, en fait, j'espère que t'entends pas trop le chien en arrière, un chien qui jappe ici. Mais c'est parfait. Là, il faut que les gens le sachent. Là, on est en confinement. On est en confinement. Je sais pas quand exactement on va sortir le podcast, mais en ce moment, lors de l'enregistrement, on est le 1er avril 2020 et je pense que tout le monde est capable de comprendre que le 1er avril 2020, présentement, tout le monde est de chez eux, tout le monde travaille de chez eux. Donc, des chiens, des chats, il peut en avoir un peu partout présentement. Ça, c'est clair. Fait que oui, c'est ça. Ben, dans le fond, pour en revenir aux stratégies, justement, publicitaires, selon si, exemple, on lance un nouveau brand ou si on s'attache à un ASIN existant. Un ASIN, c'est un numéro d'identification de produit, on peut dire un produit unique, dans lequel il y a d'autres vendeurs, on va avoir une approche différente. Donc, dépendamment si, exemple, on rentre une nouvelle offre sur un produit qui est déjà existant, on n'aura pas la même position que si on décolle un brand puis qu'on veut faire connaître un brand. Okay. Ensuite, il y a toute la notion de contenu de marque sur Amazon qui est vraiment
vraiment importante à discuter. Puis ça, dans notre stratégie d'implantation, si vous êtes une marque puis vous avez un produit qui est votre brand, vous partez déjà avec une longueur d'avance sur Amazon parce qu'Amazon ont de plus en plus, en tout cas dans les dernières années, mis en place plusieurs outils pour les marques, comme entre autres le contenu enrichi de marque. Ce que ça fait, en fait, c'est quand que tu possèdes ta propre marque et que tu es capable de le prouver à Amazon, Amazon te débloque des outils publicitaires supplémentaires. Donc, tu es capable de faire différents types de publicités qui vont te permettre de mieux te positionner et mieux te positionner face à la concurrence par rapport à ces produits-là. Donc, c'est différent. Tu es capable de me donner un exemple, juste pour que les gens qui nous écoutent aujourd'hui soient capables de bien situer. Es-tu capable de me donner, que ce soit un de tes clients ou un brand connu dans le monde, qui a un compte, comment que ça va se faire vraiment d'avoir ces outils-là à ta disposition comparativement aux autres brands? Ben en fait, c'est une super bonne question, Antoine, puis ça peut se transposer vraiment par tout ce qu'on appelle le storefront, qui est la boutique que les gens vont pouvoir voir en lien avec ta marque. Si, exemple, que tu es un revendeur de produits puis que tu ne possèdes pas de marque, quand on va cliquer sur ton ID de seller, les gens vont rentrer sur ton storefront puis ils vont voir tous les produits un à côté de l'autre vraiment en vue catalogue. Tandis que si tu es un seller et que tu as un brand, quand les gens vont cliquer dessus, ils vont tomber sur ton storefront et là, tu as un contenu graphique enrichi. Tu peux avoir des vidéos, tu peux avoir des photos, tu peux avoir des descriptions. Ça devient comme un peu un micro site web dans Amazon. Puis on a certaines marques. L'expérience utilisateur plus intéressante quand tu as un vrai brand là. Ouais. Un exemple que je peux donner, puis ça me vient de même, c'est pas un client, mais l'entreprise Lysol, qui justement en ce moment est en très grande demande, Lysol et lingettes désinfectantes, on en parle. Si les gens veulent se mettre en contexte, tu vas sur le site de Lysol. Lysol ne vendent pas e-commerce direct aux clients, ils vendent à Amazon, qui Amazon eux revend aux clients. Et si tu veux acheter du Lysol, malheureusement, c'est hors stock en ce moment, mais en cliquant sur acheter maintenant, il te redirige directement vers la page de marque sur Amazon. Donc là, tu as vraiment une interface carrément personnalisée en lien avec leur marque, puis tu vois tous leurs produits qui sont disponibles. Fait que ça, c'est vraiment, tu crées du contenu enrichi de marque. Fait que ça, c'est intéressant. Aussi, dans les pages produits, on va voir plusieurs choses, plusieurs fonctionnalités vont être débloquées. Entre autres, le contenu enrichi de marque, c'est plus bas dans les listings de produits. On va pouvoir aller mettre vraiment du contenu vidéo, du contenu photo, puis beaucoup plus d'éléments intéressants, comparer, exemple, certains produits. Il y a beaucoup d'options qu'on a de débloquer qu'on peut faire. Okay, aussi, on va pouvoir faire une publicité pour mettre de l'avant le brand. Donc, supposons, exemple, quelqu'un taperait, je sais pas, exemple, un compétiteur, n'importe quoi, taperait le nom d'un de tes compétiteurs, tu serais capable de faire ressortir ta marque sur le mot-clé du nom de ton compétiteur et en cliquant sur ta marque, le client arrive sur justement ton environnement de marque. Donc là, tu peux y transmettre vraiment ton essence de marque finalement, puis que le client découvre un peu là, ce qu'il y en est. Ouais, on le fait très bien. Juste si tu as le contenu, juste si tu as le brand, là, comme tu disais, que Amazon va te donner par rapport à ça. C'est ça. Faut que tu aies fait vraiment tout le volet de l'enregistrement de la marque. Donc, une fois que tu as ouvert ton compte sur Amazon, si tu as une marque, la chose la plus importante à faire au départ, c'est notre 6e étape, là, c'est vraiment d'enregistrer les marques, de s'assurer de dire à Amazon, hey, salut, moi, je possède ces marques-là. Si, exemple, quelqu'un vend déjà tes produits sur Amazon, ben, tu peux réclamer ces listings-là aussi pour dire, je contrôle l'information de mes marques. Et ça m'amène à un point aussi qui est important. Des fois, il y a des marques qui ne veulent pas vendre sur Amazon, mais que contre leur gré, leurs produits se ramassent sur Amazon. On l'a déjà vu. J'avais justement donné une conférence avec un géant du sport. Puis eux, ils nous expliquaient carrément dans la conférence que finalement, ils avaient décidé de donner ça en sous-traitance à une entreprise aux États-Unis parce qu'ils avaient perdu un petit peu le contrôle au départ. Leurs produits étaient revendus. Il n'y avait plus de contrôle sur les prix. Fait que, on sait que dans le retail, il y a beaucoup de MAP, les Minimum Advertised Price. Et là, ils perdaient le contrôle. Donc, en rentrant sur Amazon et en enregistrant la marque, que tu veuilles vendre ou pas, ça te permet quand même d'avoir au moins le contrôle de ce qui est divulgué comme information. Ouais, définitivement. Et des fois, juste dans cette approche-là, ça fait vraiment une grosse différence pour la stratégie de l'entreprise à moyen et à long terme. Fait que ça c'est très, très bien. Ensuite de ça, je pense que, tu sais, pour en revenir à tout ça, faut aussi pas se mettre la tête dans le sable, là. La compétition est très, très forte sur Amazon. Il y a déjà beaucoup d'industries qui sont saturées. Fait que, tu sais, avant de vraiment En vois-tu certaines? En vois-tu certaines des industries en ce moment là, que toi, demain matin... Ben moi, je me lancerais pas dans un masque N95 ni dans le Purel en ce moment. D'abord, Amazon ont suspendu, je pense, c'est 32 000 comptes en ce moment qui ont essayé de faire du price bumping à cause de la situation. En vois-tu certaines? Ben, je pense qu'il y a toujours de la place, il y a toujours des nouveaux marchés. Puis c'est impressionnant de voir à quel point maintenant, ouvrir des nouveaux marchés, puis ça fait partie des opportunités. Ouvrir des nouveaux marchés, ça devient beaucoup plus facile parce que t'expédies ton stock dans l'entrepôt chez Amazon,
t'ouvres ton listing sur le nouveau marketplace, puis en 2 semaines, tu peux être vendable au UK. Tu sais, t'es capable d'être ultra efficace, avoir accès à un nouveau marché. Et c'est souvent ce que je dis à nos clients qui ont des brands ou même qui distribuent certains types de produits, qui ont exemple, une distribution exclusive. Moi, je suis distributeur, j'ai pas ma marque, mais j'ai la distribution exclusive au Canada. Je pourrais-tu m'entendre avec mon fournisseur ou le manufacturier pour avoir la distribution, exemple, au UK? J'ouvre avec mon même compte mes listings sur lesquels j'ai mis de l'effort au Canada. Je l'ouvre, exemple, au UK, puis je commence à vendre au UK. Ben, le UK, c'est un très, très gros marché. C'est, à moins que je me trompe, mais je pense que c'est 4 fois plus gros que le Canada, au niveau d'Amazon, au niveau des chiffres. Fait que c'est quand même un très, très gros marché. Ça vaudrait la peine. Il me semble que c'est ça. Faudrait que je revalide, là, mais, tu sais, ça serait des opportunités. Puis là, c'est de dire après, ben, le premier arrivé, premier servi, tu sais. C'est de dire, si tu rentres puis tu as une entente, exemple, avec ton manufacturier, ben, tu vas être capable à ce moment-là de te positionner avec ce brand-là. Fait que même si t'as pas de brand, tu peux leverager d'autres brands puis leur dire, hey, moi, je vais m'en occuper. Je vais prendre en charge ta croissance au UK sur ce marketplace-là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis Phil, juste pour être certain que les gens nous suivent, là, je vais faire un petit recap. Là, est-ce que ce point-là, on pourrait dire que c'était un peu ton volet de compétition, d'analyse de la compétition? Bon. Fait que si on fait un recap, point 1, déterminer vos objectifs d'affaires, très important. Il faut que tu saches pourquoi tu vas sur Amazon. Si tu n'as pas un objectif d'augmentation de revenus, j'imagine que ça sert à rien. Il faut que tu sois capable de bien établir tes objectifs, ta capacité organisationnelle. Puis ça, là-dedans, quand tu dis capacité organisationnelle, c'est de savoir si Amazon va s'occuper de tout stocker ton inventaire comparativement si tu le fais toi-même, si je me trompe pas par rapport à ça. Déterminer à quel point tu es prêt à répondre à la demande, autant service à la clientèle que logistique, effectivement. Ouais. Point 3, identifier les opportunités de marché. On en a parlé. Point 4, une stratégie d'implantation qui était quand même reliée au volet publicitaire comme on en a discuté. Point 5, ouvrir ton compte sur la place de marché. Point 6, enregistrer tes marques. Puis tu peux avoir des avantages concurrentiels avec ça, tu l'as mentionné. Point 7, analyse la compétition. Là, parle-nous un petit peu de ça. Là, parce que là, c'est là que je pense que ça devient très intéressant. C'est pour ça que je voulais arrêter au point 7. Point 8, détermination d'une stratégie pour le contenu et le marketing. Donc, parle-moi un peu de ça parce que là, c'est là que je pense qu'on peut rentrer directement dans le vif du sujet de comment que tu alimentes un petit peu toute ta présence sur Amazon, comment que tu vas créer ton contenu. Parle-moi un petit peu de ça. Puis, si possible, es-tu capable de nous faire des parallèles avec des cas clients chez vous? Oui, définitivement. C'est un super bon point. En fait, toute la stratégie de contenu et la stratégie de marque va vraiment rentrer en ligne de compte quand on commence à penser à comment on va vraiment implanter les produits en fait sur Amazon. Fait que tu sais, on parle de stratégie de contenu, là, on parle de titre, on parle de description, on parle de bullet point, qui est carrément les points qui vont être les plus lus, les plus mis de l'avant. Mais souvent quelque chose qu'on oublie, puis sur mobile, c'est très important, c'est tout le contenu photo. Le contenu photo est super, super important. Je vais donner un exemple avec un client qu'on a monté à Amazon Bestseller en dedans de 1 mois et demi, qui est Husky's Traction Aid, qui vendent des Traction Aid pour se sortir de la neige. C'est un client qui est venu nous voir genre début janvier, puis il était en ligne en FBA mi-février. Il était un peu en retard sur sa saison, mais on a essayé de donner un go, comme on dit. Puis lui, entre autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on rentrait dans un marché quand même qui avait beaucoup de compétition déjà. Les snow chains, c'était déjà quand même très utilisé. Puis il y avait des géants comme les Garants de ce monde qui font plein d'accessoires, des pelles, qui ont un brand, qui a une notoriété. Puis qu'est-ce qui a fait qu'on a été capable de bien les tasser, puis de se positionner vraiment comme premier puis comme meilleur vendeur dans cette catégorie-là au Canada? C'est, selon moi, puis c'est comment on a pensé la stratégie, c'est comment on a optimisé le titre en fonction de tous les mots-clés qui sont utilisés au niveau de la recherche. Fait que ça, on peut vraiment faire un parallèle un peu avec le référencement organique, le volet, toutes les connaissances qu'on a en SEO peuvent être quand même en partie réutilisées au niveau de ce qui se fait sur Amazon. Fait que le titre, la description, les bullets et surtout aussi les photos sur comment on présente et comment on explique le produit. Souvent, très peu de photos vont être mises puis très peu de photos vont être bien expliquées. Mais là, on montre comment le produit est utilisé, dans quelles circonstances le produit peut être utilisé. On essaie de répondre aux questions les plus fréquemment posées aux clients dans les photos. Puis ça, c'est une notion de base qui devrait être toujours pensée au niveau e-commerce, mais quand tu rentres puis tu listes un produit puis que ton succès repose sur un produit, il faut que tu t'assures que vraiment il est infaillible. Tu sais. Fait que ça, c'est un des éléments qui est vraiment important. Puis une des choses qui nous a fait qu'on a été capable de bien se positionner par rapport à ça, c'est qu'on a identifié c'était quoi chacune des faiblesses de au moins les 3 produits les plus compétiteurs à ça. Il y en a les faiblesses? Mettons, je te donne un exemple. Il y a une certaine entreprise qui vend des Traction Aid, mais exemple qui sont en plastique. Il y en a un autre que c'est un Traction Aid, mais qui est rétractable, fait qu'il n'y a pas la même solidité. Fait que moi, dans une de mes images, on présente que c'est un produit qui est en métal, qui est durable, puis c'est le dernier Traction Aid que tu vas avoir à acheter de ta vie. Fait que heavy duty, durable. C'est pas vrai que les gens recherchent juste de la cochonnerie sur Amazon. C'est pas comme
wish. En tout cas. mais c'est un exemple. Ensuite de ça, produit qui est rétractable, ben, c'est d'expliquer qu'il y a un système, exemple, sur le produit, qu'il y a une chaîne qui va retenir le pneu. Par exemple, quand le pneu va tourner, au lieu que le traction aid il revole à cause qu'il est rétractable, il reste en place. Fait que, c'est de montrer les valeurs ajoutées puis les différenciations des autres produits dans tes images puis dans ta description de produit. Fait que ton shooting photo est excessivement stratégique. Là. Je veux dire, tout le contenu photo que soit que j'imagine ton client prend ou que toi tu vas prendre pour ton client, et pas juste, hey, on va prendre des photos de tes produits. Vous encerclez les objections ou plutôt les enjeux que les clients de vos clients peuvent avoir. Puis vous essayez de combler ces enjeux-là à travers le shooting photo. On pourrait dire ça un peu comme ça? Ben, on dit shooting photo, mais nous aussi, on fait pas du motion design, mais on fait plus des infographiques là, aussi qui présentent un petit peu là, c'est quoi les valeurs ajoutées finalement là, des produits. Là. Mais oui, c'est exactement ça. Okay. C'est de le faire transposer comme ça. Intéressant. Phil, penses-tu que après le podcast, aujourd'hui, pour les gens là qui écoutent tout ça, on va être capable de mettre dans les notes du podcast un petit peu ton plan de match parce qu'il est super intéressant. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être pouvoir venir te poser des questions par rapport à ça puis essayer d'en savoir davantage. Oh, oui, définitivement. C'est quelque chose qui va me faire plaisir de vous partager. Puis en fait, même plus loin que ça, pour les gens qui nous écoutent, si vous allez sur Amazon, amazon.novathèse.com, c'est une page qui présente notre offre de service, mais à l'intérieur de cette page-là, vous pouvez rentrer votre courriel puis recevoir une boîte à outils de certains outils que nous, on utilise à l'interne en agence. Fait que, sans nécessairement que vous ayez besoin de faire affaire avec nous, mais vous pourriez au moins avoir certains outils que nous, on utilise qui je pense, peut vous sauver vraiment beaucoup de temps. Mais un autre exemple aussi qui peut être super bon, là, qui est encore plus étoffé parce que on s'entend, vendre des traction aids, c'est peut-être un peu moins sexy que des cosmétiques. Fait que si vous voulez aller voir, mettons plus sur le côté cosmétique, sur Amazon.com, parce qu'on fait de la gestion beaucoup de comptes américains, vous pourrez aller voir Charbon Noir Cosmétiques qui vendent des produits, entre autres des savons, des savons / shampoings en barre, des masques pour le visage. C'est des catégories de produits qui sont ultra concurrentielles, mais on présente vraiment super bien avec des infographiques les produits. Fait que on explique un petit peu là, les emballages qui viennent avec le produit, l'usage, les fragrances, les valeurs ajoutées, que le produit, exemple, est éco-friendly, biodégradable, sans plastique, vegan. On vient vraiment non tester sur des animaux, on vient vraiment l'illustrer visuellement, jusqu'à même se rendre au how to use. Tu sais, vraiment dire, regarde, voici les 3 étapes de comment tu vas utiliser le produit. Puis certains clients, on se rend même jusqu'à mettre du contenu vidéo, exemple pour le scanner, expliquer comment le scanner fonctionne. Fait que tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller vraiment en profondeur. Et ça, pour ce qui est des valeurs ajoutées des produits, on peut passer avec des outils comme ce que vous allez voir dans justement le couteau suisse de l'optimisateur Amazon, comme je pense je l'ai appelé. Vous allez voir, il y a des outils comme Helium 10 qui nous permettent d'optimiser vraiment beaucoup les listings. Donc lui, il va te grader carrément, il va te scorer ton listing. Il va te dire, OK, là, tu es à 7 sur 10 au niveau de tout ce que tu aurais à faire pour optimiser ton listing. Donc des gens qui à la maison en ce moment ont déjà des listings sur Amazon puis ils savent pas où donner la tête, sur quoi travailler, sur quoi optimiser, pourraient passer avec un outil comme ça pour faire un peu un audit rapidement de leur listing, puis d'avoir une note, puis voir sur quoi travailler. Intéressant. Ben regarde, on va donner un maximum de liens puis de contenu dans les notes du podcast. Puis Phil, après ton point 8, je vois là sur mes notes en ce moment, création des règles d'affaires. Peux-tu me dire un petit peu qu'est-ce que vous voulez dire par là, puis si on peut peut-être également donner des exemples aux gens qui nous écoutent? Ouais, ben en fait, les règles d'affaires, c'est beaucoup plus en lien au niveau logistique, fait qu'au niveau de tout ce qui est frais de transport, gestion bancaire, gestion fiscale, au niveau de tout ce qui est au niveau des taxes, donc dépendamment selon les marketplaces où tu vends, comment tu vas fonctionner au niveau de ta taxation. Il y a beaucoup de choses à savoir par rapport à ça. C'est sûr que nous, on remplace pas des comptables, on remplace pas des avocats. Souvent, on va faire une consultation au préalable, on va expliquer au client c'est quoi les requis, puis après ça, on laisse tout le temps le saut comptable venir valider un petit peu qu'est-ce qu'on dit. Mais les règles d'affaires, c'est de dire que avant même qu'on fasse le premier envoi de stock, avant même qu'on commence à expédier le stock chez Amazon pour que la vente commence, il faut que les règles d'affaires soient mises en place, puis que les taxes soient collectées correctement, exemple selon l'État américain ou encore au Canada, puis que finalement les frais de transport soient corrects aussi. Tu sais, ça, des fois, il y en a qui l'oublient, mais c'est quand même quelque chose qui est vraiment, vraiment important. OK, intéressant.
Parfait. Ensuite, c'est quoi qu'on a là? Création, ouverture des listings, plan logistique. Là, ça, c'est tous tes points de 10 au 14. Peux-tu nous les énumérer comme tu le fais si bien depuis? Oui, c'est ça. Mais ces points-là, en fait, on peut dire que c'est beaucoup plus le point de vue logistique. T'sais, une fois que le listing est créé, qui est ouvert, là, on applique, bien entendu, la stratégie de lancement qu'on a réfléchi et qu'on a pensé avant. Mais si on parle plus en parallèle de ça, là, il faut, pour les comptes, exemple, qu'on va gérer, qui vont être en FBA, donc on veut faire l'expédition chez Amazon. Là, on va créer, une fois que les listings sont ouverts, on va créer vraiment le premier plan d'envoi pour qu'on appelle un shipping plan, qui va être fait pour nous permettre d'expédier les produits chez Amazon. Donc, on va vraiment accompagner nos clients par rapport à ça. Au niveau de comment on expédie les produits chez Amazon, le type de boîte que ça prend, le type d'emballage que ça prend sur la palette, les étiquettes aussi qu'on doit accoler sur les emballages pour permettre la reconnaissance de c'est quoi les produits. Donc vraiment tout le processus de préparer sa première commande, préparer son premier envoi. Puis après, nous, on donne beaucoup d'autonomie à nos clients par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui est quand même important d'être très proactif au niveau du réapprovisionnement. Parce qu'il y a une game vraiment de toujours être le plus maximisé au niveau de combien de stock tu as chez Amazon versus combien de stock tu as toi chez toi. Pour pas avoir trop de stock chez Amazon versus pas avoir trop de stock chez toi, de toujours faire des fois peut-être des plus petits envois, mais toujours de maximiser l'inventaire là-bas. Fait que si le client est autonome puis est capable de faire lui-même ses propres shipping plans, puis de comprendre, puis de prévoir la demande, là, à ce moment-là, on gagne beaucoup en efficacité. Puis nous, on est capable de se concentrer beaucoup plus sur l'optimisation des listings, négocier avec Amazon. Ça, c'est un autre point aussi. Négocier avec Amazon, là, ça, c'est l'ensemble de notre service, nous, qu'on offre quotidiennement. Là. Puis ça, je pense que c'est important, puis je vais le dire par rapport à ça. Là. Vendre sur Amazon, là, ça implique aussi d'avoir des bons talents de négociation. Que ce soit pour ouvrir des catégories, ça, on n'en a pas parlé, mais c'est important, pour ouvrir des catégories de produits, pour désuspendre un listing, parce que ça se peut que vous fassiez suspendre un listing, pour faire enlever des reviews négatifs qu'un compétiteur, exemple, aurait mis ou qu'une personne insatisfaite aurait mis pour pas vraiment une bonne raison. Tu sais, il n'y a rien de plus tough que de partir un listing, de se faire suspendre la catégorie parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé un mauvais review puis il a fait un claim de IP infringement, par exemple, sur ton listing. Ça, t'embarques dans énormément de paperasse, énormément de négociations, puis il faut savoir comment bien préparer son plan de contestation. Au point de vue d'Amazon. C'est ça que t'as des clients qui se font bannir ou qu'il y a des suspensions? Bannir, non, parce que tu te fais pas bannir, tu te fais suspendre le compte. Okay. Tu vas te faire bannir d'Amazon. En fait, tu vas te faire fermer ton selling account quand tu as eu plusieurs infractions ou une infraction majeure, là, mais normalement, non. Généralement, c'est pas quelque chose qui arrive. Par contre, oui, des suspensions de compte, on en vit quotidiennement. C'est quelque chose qui arrive quand même assez souvent parce que, évidemment, il y a des fois certaines stratégies qu'on va mettre en place qui peuvent des fois triggerer certaines alertes. Exemple, on rentre vraiment beaucoup de ventes sur un listing en une courte période de temps, ben des fois Amazon, exemple, peut reconnaître OK, ben ça, c'est pas normal, OK, qu'est-ce qui se passe et tout, ils vont questionner. Ou encore, on rentre un produit dans une nouvelle catégorie, il y a un compétiteur, exemple, qui va voir que tu rentres dans cette catégorie, il va vouloir te nuire, va acheter tes produits, il va se les faire shipper chez eux, il va laisser un mauvais review, il va dire, exemple, que t'as pas les droits de vendre ce produit-là, que tu as intoxiqué son enfant, ou en tout cas, il va comme créer, ça c'est quelque chose qui arrive vraiment fréquemment. Fait que nous, on a vraiment tout le service d'accompagnement par rapport à ça pour négocier avec Amazon. Évidemment, on the side, je pense que on développe aussi beaucoup de relations avec des gens chez Amazon et c'est là que faire affaire avec une agence comme la nôtre peut vraiment aider beaucoup parce que notre connaissance plus nos relations font en sorte qu'on peut aller chercher beaucoup de temps. On gagne du temps, on gagne en efficacité dans les comptes et ça nous est déjà arrivé de justement passer 3 mois à débloquer des espaces d'allocation d'entreposage aux États-Unis pour des produits hazmat. Puis au Canada, ça s'est fait en 2 jours. OK. Juste parce que on avait déjà fait le process, on savait ce qu'il en était. Là, on avait le bon contact, on était capable de, en un claquement de doigts, de dire OK, on ouvre un nouveau marché, puis ça a pris 3 mois de moins. Tu imagines-tu la rentabilité du client quand il est comme ah ouais, c'est vrai, OK, ça a marché. Wow. Tu sais, fait que c'est un peu ça, mais ça, c'est vraiment un volet, là. C'est le volet qui est un peu plus plate d'Amazon que souvent les gens sous-estiment, mais c'est important de l'avoir en tête. D'être by the book quand même. Un autre élément aussi qui est important de dire, c'est la politique de parité de prix. Souvent, les gens l'oublient. Rentrent sur Amazon, vendent sur leur e-commerce. Puis finalement, ils vendent un peu plus cher sur Amazon pour pouvoir se récupérer leur pourcentage de commission qu'Amazon prend. Souvent, quand tu vas vouloir vendre sur Amazon, tu vas vouloir faire une synchronisation
synchronisation entre tes deux systèmes, Ben oui. entre ton système e-commerce et ton système Amazon. Mais Amazon sont pas fous, là. Ils font une analyse de ça. Et si tu vends plus cher sur Amazon que sur ton site, Amazon peuvent suspendre ton listing et dire, hey, je m'excuse, il y a une politique de parité de prix, donc tu ne peux pas vendre à un prix supérieur sur Amazon que sur ton site. Il faut que tu sois à prix équivalent ou inférieur sur Amazon. Parce que Amazon sont customer obsessed and customer focus. Et si tu t'es en train de lire le livre, ouais. Ah ouais, le livre complètement incroyable, Everything Store, c'est fascinant. Tu sais, si on fait une petite parenthèse à ça, la vision que Jeff Bezos a été capable de partager à son équipe, de partager à ses shareholders depuis la fondation de l'entreprise, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est en 94, a toujours été la même. Puis ce qu'il disait en 94, en 97, quand ils ont fait l'IPO, c'est la même chose qu'il dit en 2020. C'est spécial, là, pareil, là, tu sais, d'avoir été capable de maintenir une culture d'entreprise la même, continuellement, en perdant des centaines et des centaines de millions de dollars chaque année, mais en étant sûr qu'à un certain point, à un moment donné, ça allait fonctionner. Complètement fascinant. Ouais, non, c'est vraiment super fascinant. Puis tu sais, il y a une chose aussi, je pense, qui serait important de dire, c'est que oui, Amazon en ce moment sont vraiment en train de gagner du terrain, mais il y en a d'autres aussi. Puis ça, je pense que ça vaudrait la peine quand même de faire un highlight là-dessus, parce que Amazon c'est une chose, mais Walmart, en ce moment, sont en train de vraiment de reprendre du poids de la bête. On a certains clients qui performent super bien sur Walmart Canada, puis Walmart US. Fait que ça, c'est intéressant. On a entre autres aussi Rakuten, qui est un géant japonais qui s'en vient bientôt sur le marché canadien et le marché US. On a vu Rakuten acheter Ebates dans les dernières années. Ebates qui est un gros système de cashback. Donc, il commence à se positionner vraiment dans l'écosystème e-commerce. Et je serais pas surpris de voir éventuellement un marketplace ouvrir comme ils le font en ce moment au Japon. On a Alibaba aussi qui, en ce moment, est en train de se positionner vraiment plus fort aux États-Unis et au Canada. Alibaba qui, en Chine, est connu plus sous le nom de Tmall, mais maintenant, ça en vient vraiment beaucoup. Fait que ce qui est intéressant, c'est de dire, en ce moment, il y a plusieurs initiatives de marketplace qui s'en viennent de plus en plus. Et même exemple, Best Buy aussi ont un marketplace. Donc, moi, je crois beaucoup à la diversification des canaux de vente. Un peu comme un mix marketing. Ton mix marketing, c'est important que tu continues à faire quand même de la radio, du journal, de l'Internet. Bon, c'est sûr que je te dirais qu'on pousse pas énormément sur les autres types de médias, mais quand même, des fois, ça peut valoir la peine d'avoir un bon équilibre, dépendamment de ton marché pour aller chercher de la clientèle ailleurs. Mais je vois ça de la même manière au niveau des marketplaces, c'est de dire, oui, Amazon Canada, Amazon US, c'est une chose, mais tu es capable, dans d'autres marketplaces, d'aller chercher vraiment un autre type de clientèle. Wayfair aussi peut en être un super bon exemple. Tu sais, fait que moi, je dirais aux gens, tu sais, dans une des étapes que j'ai peut-être pas mentionnées, dans déterminer là vraiment les opportunités de marché, je pense que je m'arrêterai pas uniquement à Amazon, mais j'élargirais mes horizons sur le concept de marketplace puis de dire, ok, il y a d'autres marketplaces qui pourraient être intéressants. Je veux voir lesquels. Puis ça se peut qu'il y ait moins de compétition sur d'autres marketplaces, puis d'avoir 10% de Amazon versus avoir 50% d'un autre marketplace. Des fois, ça peut valoir plus la peine d'être sur un autre marketplace. Donc, c'est un peu ce que moi, je préconise. Puis, j'ai des petites questions pour toi. Là, on a ton process. Ton process, on va les mettre dans les notes du podcast pour que les gens qui vendent en ligne, qui se posent des questions par rapport aux places de marché puissent avoir, on va dire, des réponses. Savoir si c'est un bon moment ou pas un bon moment pour eux de se lancer sur les différentes places de marché. Les questions que j'ai pour toi, Phil, je me fais l'avocat du diable, OK? J'ai, comme toi, une agence de marketing, G7 Média, on travaille essentiellement 75-80% de notre clientèle. C'est des gens qui vendent en ligne et on se fait poser des questions. On se fait souvent poser des questions. Puis une que je voulais absolument amener aujourd'hui, c'est les gens nous disent, ouais, mais si je commence à vendre sur Amazon, là, moi, je me suis fait dire qu'Amazon, à un certain point, va être capable de prendre ton produit, copier ton produit, puis littéralement prendre ma place et de vendre ce produit-là sur Amazon au lieu que ce soit moi qui vende le produit. Donc, c'est une question que je me fais souvent poser, que j'imagine qu'il faut prendre avec un grain de sel. Il doit y avoir des cas que c'est peut-être déjà arrivé pour certains produits à 100%. Ouais. Ça doit pas arriver à toutes les fois. Si je me fais poser cette question-là, j'imagine que tu t'es déjà fait poser cette question-là. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Il y a plusieurs réponses à ça. Des fois, les gens pensent que la copie vient uniquement d'Amazon. Il y a plusieurs autres vendeurs qui, des fois, peuvent copier un produit qui performe super bien. Entre autres, avec la Chine, on est capable de rapidement copier un produit reverse engineer, si on veut, un produit pour après ça ressortir le produit équivalent. Comme on a vu un TractionAid bleu au lieu du rouge que nous, on vend apparaître quelques semaines après l'ascension. Okay. Moi, ce que je pense, c'est que c'est important de ne jamais cesser d'innover puis toujours essayer d'être à l'écoute de sa clientèle. Fait que peut-être pour retransposer
changer un peu la vision d'affaires d'Amazon dans vos propres produits, c'est de dire de toujours axer sur avoir le meilleur produit puis de rester on top of the game. Après, Amazon ne pourront pas copier votre brand. Pourront pas copier certains éléments de différenciation que vous avez. Fait que, je vous dirais pour ça, moi je pense que de toujours avoir peur, parce que c'est vrai, t'as raison, il y a beaucoup de monde qui nous disent ouais, ok, je vais vendre sur Amazon, mais en même temps, je veux pas trop, j'ai déjà entendu ça, je veux pas trop vendre sur Amazon parce que je vais nourrir celui-là qui va me tuer après. Bon. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je pense, ma vision dans les prochaines années, c'est qu'Amazon va se faire rattraper quand même d'une certaine manière par d'autres compétiteurs et ils vont se faire réglementer de plus en plus sur leurs pratiques d'affaires. Ils ont trop de monopoly, là. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que oui, en ce moment, c'est beaucoup un monopole niveau marketplace. On se mettra pas la tête dans le sable. Tu parlais au début de ce podcast de 49%, on est rendu à 53% là, du marché aux États-Unis. Des ventes en ligne qui sont faites sur Amazon. Mais je pense qu'en diversifiant vos canaux de vente, en concentrant aussi vos énergies sur votre e-commerce à vous en vente directe, ça va répartir les risques que si, exemple, une copie identique de votre produit arrive, vous allez avoir d'autres sources de revenus quand même qui vont venir. Après, défendez-vous si c'est le genre de situation qui arrive. Je pense que c'est important quand même de se faire respecter. Mais moi, je ne me freinerais pas à aller vers Amazon parce que vous soyez sur Amazon ou pas, si Amazon veulent faire un produit similaire au vôtre, ils vont être capables de le faire quand même. Fait que tu sais, moi je dirais allez-y all-in quand vous êtes capable de le faire, mais protégez-vous au niveau de votre brand. Puis faites attention aussi peut-être à l'information que vous envoyez à Amazon. Souvent, ils vont vous demander des listes de fournisseurs, des choses, essayez d'en donner peut-être le moins possible. Souvent, ça pourrait peut-être être un conseil, mais moi, je suis pas du genre à penser une conspiration qu'ils vont copier tous les meilleurs vendeurs. Tu sais, je veux dire, votre essence artistique que vous ajoutez à votre produit, l'ingénierie que vous ajoutez à votre produit, il y a des choses qui sont pas copiables. Puis Amazon vont se concentrer sur des basics. On parle de la gamme basic, mais tu sais, à l'extérieur de tout ça, moi, je pense qu'il reste quand même une très très grosse part de marché. Puis Amazon font un switch beaucoup. Là, on voit des comptes vendors perdre un petit peu en vélocité, puis les vendeurs aller vraiment plus vers le côté seller. Je pense qu'Amazon veulent avoir de plus en plus de marques sur Amazon, puis je verrais pas ça logique pour Amazon de commencer à copier toutes les marques. Tu sais, ça ferait pas de sens. Fait que moi, je pense qu'il va toujours avoir de la place pour des marques puis pour des produits qui se démarquent sur Amazon. Mais moi, je me freinerais pas par rapport à ça, mais je garderais quand même une réserve. OK. Ouais. Intéressant. Comme n'importe quoi, comme n'importe quelle initiative marketing, il n'y a pas de formule magique. Là, on s'entend, là, c'est pas vrai que demain matin, tu vas faire de la pub sur Google, de la pub sur Facebook, puis en claquant des doigts, tu vas générer des ROI incroyables le lendemain matin. Ou du moins, si ça arrive, souvent on pourrait dire que c'est un coup de chance. La question que je te pose, je suis pas mal certain que ça doit être à peu près la même chose avec Amazon. Tu peux pas espérer demain matin juste rentrer sur la plateforme et générer un paquet de ventes dès le départ. Habituellement, c'est quoi le temps qu'on doit planifier si on est un commerce en ligne, une boutique en ligne demain matin, avant de commencer à avoir un peu de traction avec Amazon? Il doit y avoir un paquet de facteurs qui va différer d'un commerce à l'autre. Mais peux-tu me donner un petit peu la réponse que tu donnes habituellement aux gens qui viennent te voir par rapport à ça? Ça va être vraiment très simple, mais en même temps, c'est complexe. Là. Si tu rentres avec un modèle de marque privée, que tes listings sont, que tu les pars à zéro, dépendamment de la stratégie que tu vas mettre en place et du budget que tu vas y mettre, ça se peut que tu aies une réponse quand même assez rapide, mais pour moi, rapide pour une nouvelle marque, ça peut être 3 à 6 mois. Je m'attends pas à ce que la semaine 1 que tu rentres, que tu aies tout de suite des ventes. Ça prend un certain temps, il y a des choses à faire, il y a des étapes à faire. Si tu n'as pas de review de produit, il faut que tu ailles chercher des reviews de produits. Il y a plein de stratégies qui peuvent être mises en place pour ça. Fait que ça prend un certain temps. À l'inverse, c'est déjà arrivé, nous, quand on set up des comptes en distribution, qui sont plus des modèles wholesale, où on va lister, exemple, 7000 SKU sur Amazon, qu'on n'a même pas fini de synchroniser. Là. Ça veut dire que dans la période, peut-être de 2 heures où on ouvre les SKU, qu'il y a déjà des ventes qui rentrent. Fait que ça peut être instantané, comme ça peut prendre quand même un certain nombre de temps. Puis ça, je pense, C'est quoi les variantes que tu verrais, mettons? En fait, si ton produit existe déjà sur Amazon, que tu vas vendre, il y a déjà un intérêt, il y a déjà un ranking qui est fait, fait que ça se peut que le retour soit plus rapide. Après, il y a plein de stratégies qui peuvent faire en sorte que tu peux vendre plus rapidement. Exemple, diminuer ton prix. Tu peux aussi faire des coupons. Il y a plein de stratégies que tu pourrais faire pour augmenter justement ton volume de vente à court terme. Est-ce que le volume de vente va être rentable à court terme? Probablement pas. Là. Il faut que tu commences à faire ta place sur le marché pour aller chercher ton ranking organique qui, lui, va être payant. Mais à court terme, on a des comptes que ça a pris 6, 7, 9 mois avant d'avoir une bonne performance qui commence à être acceptable, qui commence à justifier aussi l'investissement qui a été fait initialement. Mais j'ai des clients qui, il y a 12 mois, vendaient pour X, puis maintenant, sont rendus à 4X
Donc, 4 fois plus de ventes. Donc, supposons ils faisaient 10 000, là, ils font 40 000 pour le même mois sur mois, avec exactement le même investissement publicitaire. Ce qui a fait la différence, c'est toute la stratégie, tout le rank building qu'on a fait dans la dernière année, qui fait en sorte que maintenant, quand un client recherche le produit, il le trouve mieux, il convertit mieux parce qu'on a optimisé le listing, on a plus de feedback, et les reviews produits sur Amazon, c'est beaucoup le nerf de la guerre. Fait que je te dirais, ayez des attentes très basses et ajustez vos attentes et votre stratégie en fonction de ça, mais attendez-vous pas à faire des millions en commençant, c'est tellement différent. Tu sais, comme les colliers puis les laisses à chien en ce moment, les ventes, ça va super bien. On a une belle croissance, puis tu sais, il y a 40 jours, le compte existait même. Puis là, en ce moment, on est rendu plusieurs dizaines d'unités par jour. Fait que ça, c'est super excitant. Mais puis c'est drôle parce que c'est un brand qui était pas connu, qu'on commence à se démarquer. Fait que ça dépend tout le temps de l'approche, ça dépend du marché, ça dépend du timing. Ça a l'air qu'en ce moment, les animaux de compagnie sont dorlotés parce que je sais pas pourquoi, les gens ont du temps. On promène 6 fois le chien par jour, le chien est plus capable. mais oui, fait que c'est ça. Fait que je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais si on en revient au départ à est-ce que vous avez bien identifié vos objectifs? Est-ce que ça a été bien communiqué à l'agence avec laquelle vous voulez travailler? Est-ce que les attentes ont été clarifiées? Je pense que ça, déjà là, ça peut nous permettre de dire, OK, on est on track ou on est off track. Puis si on est off track, est-ce que c'est parce que finalement, on a une plus grande compétition? On a des plus hauts coûts publicitaires que ce qui était prévu? Il y a beaucoup de facteurs qu'on peut réajuster, autant dans la stratégie que dans l'exécution de ce qu'on fait, qui va nous permettre d'atteindre des résultats plus rapidement. Fait que ça dépend vraiment. C'est la réponse, c'est ça dépend. Oui. Fait que c'est pas si simple finalement. Moi, je voudrais savoir, avec les gens que tu travailles, avec ce que tu vois présentement sur Amazon, est-ce que ça arrive des fois qu'Amazon est la fondation même de leur business ou plus souvent qu'autrement, c'est un add-on, c'est plus de ventes en ligne qui vont venir parce qu'on a amené un autre canal, bon, littéralement, on pourrait dire un canal publicitaire rendu là, mais est-ce qu'il y a des clients que tu vois que c'est leur fondation même ou habituellement, comme je l'ai dit, c'est juste un ajout? C'est une super bonne question, ça. Oui, on a des clients qui ne vendent qu'exclusivement sur Amazon et souvent, c'est une approche stratégique de dire je commence par vendre sur Amazon pour rendre mon produit vraiment disponible et après, je vais rentrer brick and mortar et après, je vais m'implanter. Tu sais, on a un client, entre autres, dans un domaine qui a eu un gros changement de réglementation il y a 2 ans. Puis ça a fait en sorte que tous ces produits qu'il y avait aux États-Unis ont été enlevés des tablettes. Fait que pour re-rentrer aux États-Unis, avec sa notoriété de brand, on a commencé par l'Amazon US et après, il a été capable de re-rentrer avec sa nouvelle formule dans le volet brick and mortar. Fait que je te dirais, ça dépend, mais oui, il y en a qui vendent exclusivement sur Amazon. Ça, c'est clair. Fait que ça dépend tout le temps des modèles d'affaires. Ouais. OK, intéressant. Mais c'est pas quelque chose, moi, c'est pas quelque chose en terminant que je conseille. Je crois beaucoup au multi-channel. Oui, c'est dangereux d'avoir exclusivement une source de vente, mais je conseille vraiment d'avoir plusieurs sources de revenus différentes. Intéressant, merveilleux. Ben, comme je l'ai dit préalablement, les notes, là, tout ce process-là va être dans le podcast. Puis Phil, avant de te laisser aller, parce que ça a été super intéressant, moi, comme je t'ai dit avant le début du podcast, je vais être une personne qui va réécouter tout ce que tu as dit aujourd'hui parce que je veux en apprendre plus. On se fait poser des questions. Je sens qu'on n'a pas nécessairement le bon knowledge, les connaissances, nous, de notre côté, pour bien répondre à ces questions-là. Maintenant, avant de te laisser aller, comment que les gens peuvent en apprendre plus sur toi, sur Amazon, sur Novatize, l'agence dans laquelle tu es partner? Comment qu'on peut vous rejoindre? Ben, les gens peuvent m'appeler 418-264-4865. C'est aussi simple que ça. Je donne tout le temps mon cellulaire. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Sinon, par courriel, phil@novatize.com. Sinon, vous allez juste sur novatize.com, vous remplissez le formulaire de contact, puis on va vous rappeler. Sinon, J'adore ça. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui me donne son numéro de téléphone sur le podcast comme ça. Ouais, ça me stresse pas pantoute, mais honnêtement, il y a peut-être un autre. Tantôt, je parlais d'une conférence que j'ai donnée avec, je peux le dire, c'est Garneau, Louis Garneau Sport. C'est sur notre page Facebook aussi de Novatize. Si vous allez dans la section vidéo, vous avez toute cette conférence-là aussi que j'avais déjà donnée. Mais je vous dirais, éventuellement, suivez-nous sur les médias sociaux. Je pense qu'on donne beaucoup de contenu. Mais je n'ai pas de me contacter, puis on va pouvoir analyser, voir un petit peu là, où vous en êtes, puis où vous voulez aller. Puis je pense qu'il y a possibilité qu'on vous donne un bon coup de pouce et pour Amazon, mais aussi pour tout le reste de vos canaux de vente. Bon, ben merveilleux. Merci beaucoup. Donc, sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Social Selling. Merci Antoine, toujours un plaisir. Le podcast Social Selling. Social Selling.